Moi, c'est Francis Martineau. Je suis le président de l'Association modulaire en travail social. Merci à tout le monde d'être là ici ce soir. C'est la conférence d'Alain Deneau. Je voudrais prendre un moment pour remercier Julie Richard et Laurie Fournier-Dufour qui sont assis juste là, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Je voudrais remercier Pierre Mouillos et l'équipe du service de loisirs de l'UQAR qui nous ont beaucoup aidés à monter ce projet. L'équipe des techniciens qu'on voit en arrière qui nous ont beaucoup aidés à monter un peu le setup. Le conseil de module en travail social qui a amené beaucoup tous les fonds pour préparer cette conférence-là, sans qui vous aurez payé pour votre place. Les étudiants de la METS qui ont travaillé fort durant les derniers mois à monter cette conférence-là. Ils sont bien fiers de vous la présenter. Et sans oublier M. Deneau qui vient nous présenter cette belle conférence. M. Deneau est professeur de philosophie au campus de Shippagan de l'Université de Moncton. Il a écrit sur l'écologie politique, l'idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie. Il est l'auteur de Bande de colons, Gouvernance et médiocratie qui sont en vente à l'extérieur, si jamais ça vous intéresse. De plus, il va sortir un nouveau livre, Mœurs, à la fin d'avril, si ça vous intéresse. Sans plus tarder, voici Alain Deneau. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Merci à mon tour à Julie Richard et Laurie Fournier-Dufour pour l'invitation. Merci à toutes les étudiantes et étudiants qui, par leur dynamisme, ont rendu possible cette rencontre, ainsi qu'à tous les artisans et bailleurs de fonds là, à mon tour. C'est un plaisir d'être ici et de sortir un peu des sentiers battus. Disons que l'invitation qui m'a été faite consistait à ouvrir la réflexion quant à ce qui est le propre du travail social, ouvrir la réflexion sur des enjeux sociaux larges, et j'ai envie de dire profonds. Et j'ai pris la question au sérieux et à bras-le-corps, je dirais, quitte moi-même à m'éprouver un peu, en allant au-delà des marottes habituelles là, que j'ai pu moi-même cultiver et entretenir dans le passé, en simplement se satisfaisant de dire qu'il faut que les institutions publiques soient mieux financées, que les détenteurs de capitaux paient plus d'impôts, que je veux dire, la criminalisation de la finance cesse. Au-delà de ces questions-là, j'ai cherché à aller au fondement du rapport, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, du rapport qu'on observe entre individus et société. C'est ça la question, quoi, de dire, bon, mais comment, quand on s'intéresse à des enjeux personnels, à des destins, à des sujets, on peut en même temps s'enquérir de questions sociales, collectives, et donc à un certain moment politique, dans un rapport dialectique. Et bon, je le fais par le biais de ma discipline, qui est la philosophie, parce que je reviens à mes premiers amours, là, ces années-ci, à savoir que je cultive avec moins de complexe qu'avant, mais plus crûment qu'avant, une pensée puisant dans le répertoire philosophique, alors qu'avant, je m'intéressais plus à des enjeux sociopolitiques, que je matinais un peu de concepts. Là, il s'agit de prendre les enjeux à bras-le-corps. Et donc, d'aborder les choses à partir d'un philosophe qui me semble central et tout indiqué pour étudier ce rapport entre individu et société, qui est Spinoza. Bon, Spinoza, c'est un penseur du XVIIe siècle qui a écrit notamment un livre intimidant qui s'appelle « L'éthique ». Bon. C'est très intime, la philosophie. La philosophie, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de la consistance à nos intuitions. Elle nous révèle, au fond, ce que l'on
croyait déjà un peu penser. Qu'est-ce qui se passe quand on dit « Ah, ce philosophe-là, je l'aime » ou « Ce philosophe-là, je le déteste ». Bon, est-ce que ça veut dire qu'un est aimable, l'autre est détestable? C'est pas ça. C'est que le philosophe qu'on aime, disons, j'aime Nietzsche, j'aime Wittgenstein, j'aime Platon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Ah, ce philosophe-là m'informe de ce que je croyais un peu déjà penser ». Et très souvent, on se dit « Mais c'est ça, je n'avais pas les mots, mais c'est bien ça que j'aurais dit si je les avais eus. » Bon, et donc, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de travailler là maintenant, c'est-à-dire, au fond, essayer de faire émerger un certain nombre de considérations, au fond, qui nous traversent, qu'on est à même d'intuitionner, qu'on a bien pu un petit peu effleurer un jour ou l'autre, quant au rapport entre individu et société. Moi, je dois dire que je suis assez impressionné de voir que notre culture occidentale moderne, depuis le XVIIe siècle, a fait reposer la compréhension de la vie sociale sur la notion d'individu. Je trouve que c'est un tour de force idéologique assez impressionnant. Parce que quand on y pense, quoi de plus contre-intuitif que de laisser penser que ce qui est au fondement d'une société, c'est l'être atomisé dans son coin en ce temps qui serait autarcique et autonome. À partir de qui, par une addition, tout se constituerait. Vous vous rappelez peut-être, non, vous ne vous rappelez pas, peut-être les vieux comme moi se rappellent de Margaret Thatcher dans les années 1970, qui disait, elle faisait l'ingénue, et je reste poli, en regardant autour d'elle et en disant « mais je ne vois pas quoi que ce soit qui ait l'air d'une société, je ne vois que des individus ». C'était vraiment là le fondement de l'idéologie occidentale qui était là, parachevé. Je ne suis pas anthropologue, mais je conjecture et bon, met l'hypothèse qu'il n'y a pas un anthropologue sérieux qui va, dans l'histoire des civilisations, en identifier une qui aurait pour fondement également l'individu. Je veux dire, dans toutes les sociétés, on se vit d'abord comme étant un tout. C'est parfaitement évident que la langue qu'on parle, que l'air qu'on respire, que les habitats qu'on se donne, que les us et coutumes et mœurs qu'on partage sont le fait d'ancêtres, d'une communauté, d'un partage, de griots, de chefs du village, d'une culture, d'une mémoire, d'un tout. Et je veux dire, mettre dans le ciboulot des gens que non, c'est d'abord eux comme petites personnes qui sont le socle de tout, à partir de quoi le reste émerge, c'est un tour de force en matière de fausse conscience. C'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, bon, je ne vais pas simplement vous dire « oubliez ça, l'individu », comme Descartes qui dit « départez-vous de tous vos préjugés ». Mais non, je vais simplement dire nous sommes pris, nous modernes, avec ce signifiant, partons de lui, essayons de comprendre ce qu'il nous dit, comment on peut l'appréhender, et voyons quelle relation on peut établir à partir de lui avec la notion de société qui, heureusement, n'est pas, elle, tout à fait disparue, quoique. Beaucoup font d'énormes efforts pour qu'on la perde de vue. Donc, commençons par l'individu. Qu'est-ce qu'un individu? Ce n'est pas évident. Quand on y pense, c'est très difficile d'être un individu. C'est éreintant. Il y a très peu de gens ont le courage d'être un individu jusqu'au bout. Dire, être un individu, ça voudrait dire se passer du social, d'être autonome, dire voilà, moi je me mets un tutu rose, dire je fais ce que je veux, je suis un individu. Au fond, on ne l'est jamais. Bon. Mais partons quand même de la notion, là aussi loin qu'on puisse la reconnaître sur un mode effectif dans nos sociétés. Un individu. Pour Spinoza, d'abord, on pourrait dire que c'est un sujet singulier. C'est un sujet singulier. C'est le sujet qui
bon, toi, tu n'es pas toi, puis toi, tu n'es pas l'autre, ainsi de suite. On a appelé ça en philosophie, c'est l'ipséité, le fait d'être soi-même et pas l'autre. Bon, on veut dire, ça, on commence par Spinoza comme ça, et au fond, pour Spinoza, c'est sa particularité. L'essence d'un sujet se pense toujours par rapport à son existence. Donc, Spinoza n'a aucune attirance pour les sujets en soi, ou les sujets transcendants, comme l'homme, l'humain, le sujet humain, l'être, ses caractéristiques essentielles. Ce n'est pas lui qui aurait rédigé la Déclaration des droits de la personne. La personne peut être pensée, oui, dans un effort réflexif, par rapport à des caractéristiques universelles, la capacité à raisonner, d'être bipède, un certain regard, mais assez vite, dire, la personne a pour destin d'exister, et d'exister dans la singularité. Elle ne peut pas exister autrement que dans la singularité. Donc là, effectivement, on a quelque chose qui s'approche de l'individualité. Donc, c'est vrai, et là, c'est intéressant de partir de Spinoza parce qu'il parle dans un langage qui résonne avec notre conception de l'individu. L'individu, ce serait quoi pour Spinoza? C'est un sujet singulier qui répond à une essence qui est singulière, c'est-à-dire à une définition qui lui est propre. Je m'appelle Alain, je suis né en Outaouais, en telle année, voilà mon destin. Puis là, on peut même écrire un peu son histoire, puis son histoire, ça sera toujours la sienne, irréductible à soi. Bon. Et même s'il y a des ressemblances entre tous et tous, elle n'est pas interchangeable. C'est la mienne propre, quoi. Bon. Alors, d'abord, si on est un petit peu plus conceptuel, on pourrait dire qu'être un individu, c'est-à-dire un sujet singulier, c'est une façon qu'a l'être d'être. Wow! Vous direz ça ce soir à vos parents, à vos amis. Je suis une façon qu'a l'être d'être, et toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a le fait de l'existence. La question existentielle par excellence, c'est le fait que le monde est, qu'il y a l'être. L'être, c'est simplement le fait qu'il y a l'être, le fait qu'il y a existence. Ça, c'est un fait. Là, il y a l'être. Et en fait, il n'y a pas l'être une fois pour toutes. Il n'y a pas l'être, ce n'est pas un. Il y a de l'être des façons qu'a l'être d'être. Le micro est une façon qu'a l'être d'être. Il est micro, une grenouille, nous, une chaise, ainsi de suite. Tout ce qui est une façon particulière qu'a l'être d'être. Ça, c'est un individu aussi par rapport au sujet humain que nous sommes. Nous sommes une façon particulière d'être, une façon d'être. Nous ne sommes pas l'être lui-même, à moins d'être complètement paranoïaque ou psychotique et se prendre pour Dieu. Bon, nous sommes une petite façon, toute petite, qu'a trouvé l'être d'être. C'est un autre, on l'incarne, voilà, c'est l'individu. Et selon notre condition, c'est par deux attributs principaux qu'on arrive à aborder l'individu, c'est-à-dire cette façon qu'a l'être d'être particulière, et le corps et l'esprit. De manière plus conceptuelle, on dirait l'étendue et la pensée. Bon, mais par rapport à nous, ça veut dire le corps et l'esprit. Donc, un individu, qu'est-ce que c'est? C'est un corps et un esprit, formant une unité, individu, qui est singulier. Bon, si même Pol Pot n'est pas parvenu à faire des gens tout pareils, Hitler non plus, Staline non plus. On est toujours un petit peu singulier, même le fait qu'on ait un numéro de matricule, déjà nous singularise. Bon, même si c'est pour nous rendre tous pareils, quoi. Bon, c'est ça, un corps et un esprit. Bon. Un corps et un esprit qui ont un statut égal. On est au 17e siècle. C'est révolutionnaire, ça. Et ça l'est même encore aujourd'hui, un peu pour nous. Qu'est-ce qui est révolutionnaire? Placer le corps au même statut que l'esprit. Alors que, imaginez-le, il y a un petit peu de souvenirs historiques. En théologie, dans le catholicisme, pour Platon, pour Descartes, pour un très grand nombre de systèmes culturels, philosophiques ou théologiques, l'âme précède le corps. Il y a Descartes qui disait que l'âme est dans le corps comme le capitaine dans son navire. Le corps, puis en théologie, le corps, c'est le mal, c'est la concupiscence, les sens, c'est le diable, puis l'âme, c'est l'élévation, c'est bon. Et l'idée dans notre culture, c'est d'exiger de l'âme qu'elle bride le corps, que le domestique le conditionne, le fasse travailler, le discipline. Bon, Spinoza n'est pas là-dedans du tout. Lui, il y a le corps et l'âme, et les deux ont une sorte d'autonomie. Bon, donc,
nous sommes, hein, nous individus, appréhendables, hein, comme étant donc, des sujets singuliers, ayant un corps, une âme. Bon. C'est intéressant ce qu'il dit sur le corps. Hein. Il dit, à un moment donné, on connaît très mal le corps. Et très souvent, quand le corps agit, on a le réflexe, parce qu'on n'y connaît rien, d'attribuer à l'âme l'émotion du corps. Et je suis certain que dans les sciences de la santé, en travail social, en psychologie, en esthétique, comme en théâtre ou en danse, on est forcé à un moment donné de s'intéresser à l'autonomie du corps. Que le corps, il a en quelque sorte une part qui lui revient, qui est propre à lui. Bon, et ce n'est pas simplement une sorte de machine qui serait en quelque sorte manipulée par une âme qui serait aux manettes. C'est bon. J'ai prévenu Julie Richard, là, je vais faire le prof. Là, je vais vous citer des extraits. Pour aller dans ce sens. Je ne sais pas si... Peut-être que je me suis trompé. Voilà. Et de fait, ce que peut un corps, personne jusqu'ici ne l'a déterminé. C'est-à-dire que l'expérience n'a jusqu'ici enseigné à personne ce qu'un corps peut faire en vertu des seules lois de la nature considérées exclusivement comme corporelles, et ce qu'il ne peut faire à moins qu'une âme ne l'y détermine, car personne jusqu'ici n'a connu la structure du corps. Et là, il continue en disant, les somnambules accomplissent en dormant un très grand nombre d'actions qu'ils n'oseraient pas faire éveillés, ce qui montre assez que le corps lui-même, en vertu des seules lois de sa nature, peut bien des choses dont sa propre âme s'étonne. Le corps a son autonomie à un point qu'on ne conçoit pas. Bon, c'est d'abord ça, un sujet, un individu, et l'âme, on va voir comment ensuite, accompagne le corps. Bon. L'âme accompagne le corps dans un double rapport, c'est moi qui parle pour aller vite, là, que je qualifierais à la fois de parallèle et solidaire. Parallèle dans le sens où seul le corps peut faire ce qui est corporel, et seule la pensée peut faire ce qui relève de l'idée. La pensée ne peut pas agiter le bras. Bon, elle peut par contre réfléchir au mouvement du bras. Elle peut avoir l'idée du mouvement du bras, et ça, le corps n'est pas capable. Bon, donc, il y a vraiment deux, en quelque sorte, régimes, mais qui sont solidaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un corps épuisé après avoir déménagé 4 pianos et un esprit pétant de santé. Vous ne pouvez pas avoir un esprit qui dort et un corps qui court. Bon, donc, vraiment, ils fonctionnent ensemble. Donc, il y a une solidarité entre l'un et l'autre. Il y a comme une unité qui se forme, ce qui fait l'individu, mais quant à deux attributs ou deux dimensions qui sont parallèles, qui ont leur faculté propre. C'est très important de le voir et de voir en quoi cela suppose, au fond, on pourrait dire des destins ou des exigences spécifiques. Le corps, lui, il obéit à un principe. C'est un peu technique, là, je vous laisserai le noter, puis si j'avais un tableau, je me lèverais, puis je me le noterais. Ça. Le corps obéit à un principe qui est celui du conatus, terme technique s'il en est, qui veut dire le fait de persévérer dans l'être.
Le corps, qu'est-ce qu'il essaie de faire, tout simplement? Se maintenir vivant. On est dans une société d'abondance, nous, on ne pense pas à ça, parce que une ville comme Lévis, par exemple, est entourée d'enseignes, une sollicitation permanente pour consommer. Il faudrait avoir beaucoup d'imagination ici ou être en situation de précarité très, très grande pour dépérir complètement, quoi, du point de vue de notre standard de vie. Mais, je veux dire, de fait, pour la plupart des individus dans le monde, le but du corps, c'est de persister dans l'existence, c'est de persévérer, c'est de durer une seconde de plus, puis une autre seconde de plus, puis une autre seconde de plus, et c'est un combat pour durer. Donc ça, c'est central. Qu'est-ce que fait un corps? Durer. Bon. Dire survivre, c'est pas très spinoziste parce que c'est trop misérable. Le corps ne veut pas nécessairement survivre, il veut vivre. Mais vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire restaurer à chaque seconde l'état qu'il fait comme corps pour continuer. Bon. Parce que si le corps est singulier, il n'est pas pour autant autonome, il n'est pas pour autant autarcique. Le corps répond d'une double définition. D'abord, il est composite. Qu'est-ce que c'est un corps? C'est un ensemble de parties qui collaborent ensemble sur un mode spécifique. On va penser aux parties du corps, puis Spinoza va spécifier ce qui est solide, ce qui est liquide, ce qui est bon mou, qui est bon, les os, les muscles, le sang, par exemple. On est composé, on est une sorte de miracle. J'appelle ça une économie. Je ne pense pas à l'argent quand je dis ça, mais une économie, c'est un agencement fécond. On a un agencement. Bon. Et le corps, donc, d'abord, il est un agencement spécifique de parties. Bon, d'une part, mais d'autre part, tandis qu'il se compose de parties, il compose avec des parties extérieures à lui, avec lesquels il entre sous un certain rapport. J'entre en rapport avec des éléments extérieurs à moi qui sont capables de m'affecter. Le soleil peut m'affecter, l'eau peut m'affecter, un tigre peut m'affecter, un brocoli peut m'affecter. J'entre en rapport avec des éléments extérieurs à moi qui sont susceptibles de m'affecter d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Je suis capable d'être affecté par des éléments extérieurs à moi avec lesquels j'entre sous un certain rapport. Bon. Donc, être un corps, c'est être fondamentalement capable d'être affecté. Et être un corps, qu'est-ce que c'est? C'est continuellement travailler à faire en sorte que sa composition spécifique pour être corps demeure. Dire, la poule qui est devant le renard, on ne lui donne pas beaucoup de chances d'espérance en ce qui concerne sa composition. Elle entre en rapport avec un élément extérieur à elle capable de l'affecter qui va la décomposer. Bon, pour se composer, lui, je sais que c'est dégueulasse, mais c'est la vie, quoi. Bon, c'est comme ça. Bon, ça, le conatus du corps de la poule, c'est d'essayer de rester une poule. Bon, et d'entrer en rapport avec ce qui fait qu'elle reste une poule. Elle mange des grains, je veux dire, elle est aussi en rapport avec un éleveur qui, avant de la manger lui-même, clôture son espace, la protège. Bon, voilà. Donc ça, nous, les individus, c'est la même chose. Notre travail, finalement, le travail du corps, consiste au fond, à entrer en relation avec des éléments qui nous permettent de persister comme corps. Et on persiste plus ou moins. Je veux dire, si vous asseyez 12 heures devant un écran en mangeant un gros sac de bonbons, vous entrez en relation avec des éléments extérieurs à vous capables de vous affecter qui risquent de vous nuire. Bon, et vous éprouverez ce que Spinoza appelle, du point de vue de l'âme, des passions tristes. Bon. Mais si, par contre, vous voyez des amis, vous faites du sport, vous mangez du brocoli, et ainsi de suite, vous entrez en relation avec des éléments extérieurs à vous capables de vous affecter qui vous sont bonnes. Donc, vous augmentez votre puissance d'être, vous éprouvez des passions gaies. Bon. Et au fond, ces passions-là et cette réflexion-là que je suis en train de faire appartient à l'âme, elle. L'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle accompagne le corps du point de vue de la pensée. Et pour le corps, qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'instance consciente des relations qui sont en jeu. Bon, le corps, au fond, il analyse les symptômes.
À chaque dimanche soir, j'ai un nœud dans l'estomac, je ne dors pas. Le lundi matin, je veux tuer mon patron, je le hais. Ben, c'est des passions tristes, ça. Et là, le corps, l'esprit, s'il réfléchit un petit peu, ben, il comprend qu'il y a des symptômes. Des symptômes de relations qui sont mauvaises. Ils sont mauvaises pour le corps, donc mauvaises pour l'individu. Et là, l'esprit est capable de comprendre qu'est-ce qu'il en est, la nature des relations avec les éléments extérieurs à l'individu, capable de l'affecter, et capable, au fond, avec lesquels il se compose ou se décompose. Bon, du poison, ça nous décompose. Un aliment sain nous compose, nous aide à nous recomposer continuellement. Bon. Donc, l'âme et le corps collaborent dans la mesure où l'âme, c'est l'instance pensante des relations qui impliquent le corps. Bon. Je ne suis pas de votre discipline, puis je ne vais pas faire semblant de parler d'égal à égal. Moi, je suis dans mes petits souliers. Là, je sais que vous travaillez sur des dossiers, puis quant à des gens, puis quant à des dimensions de la vie extrêmement exigeants. Mais je conçois, peut-être en risquant de donner dans des clichés, que en travail social, on est susceptible d'être en lien avec des corps abîmés. Des corps qui ont subi des mauvaises relations, qui sont entrés en relation avec des éléments extérieurs à eux, susceptibles de les neutraliser, voire de les décomposer. Bon. Conjoint violent, le décrochage social qui fait suite à des rencontres brutales, parentales, peu importe, une mauvaise alimentation, des drogues, ainsi de suite. Bon. Spinoza a des discours sur tout ça. Il pourrait être intéressant le travail social, comme lecture obligatoire, surtout le 3e livre de l'éthique, sur les passions. Par exemple, sur l'alcoolisme, ce qu'il appelle l'ivrognerie dans les termes de l'époque, il dira, l'ivrognerie, qu'est-ce que c'est? C'est quand c'est de limmodération déjà, ça n'a pas immodéré à quelque chose. Donc, le manque de modération fait passer la chose au stade d'un élément extérieur à soi capable de nous affecter négativement, c'est-à-dire de nous décomposer. Bon. Il va dire, qu'est-ce qui se passe au fond? Ce qui se passe, c'est qu'il y a, comme nous sommes des êtres soi-même composites, l'alcoolisme, c'est une partie de soi qui colonise le reste pour entretenir un lien avec ce qui lui est bon pour elle, cette partie-là, mais pas pour l'ensemble. Donc, c'est une sorte de décomposition intérieure qui provoque une décomposition avec un élément préjudiciable à la composition du tout. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais c'est un élément particulier en soi qui a le dessus sur le reste, hein, et qui finit par au fond, créer ce qu'on appelle, c'est bien dit, des travers. Quoi. Bon, et ce serait sa façon de l'expliquer. Bon. Donc, l'âme, elle, pendant que le corps est en train de continuer d'établir des relations bonnes, mauvaises, le corps développe des degrés de conscience. Et développe, au fond, des degrés aussi de maîtrise. Et ça va bien au-delà du jugement moral. On est toujours bien au-delà du jugement moral. Pas de jugement moral chez Spinoza, jamais. C'est une compréhension des relations. Hein, il va dire à un tel, je le déteste, c'est aussi stupide de dire j'aime pas la pierre parce qu'elle roule, ou j'aime pas la grenouille parce qu'elle saute. C'est-à-dire qu'il nous amène à accepter ce qui est. Bon, des modes d'être. Nous sommes tous des modes d'être, c'est tout. Et c'est voulu par une sorte d'intelligence qui n'est pas humaine, qui est celle de l'être et à laquelle on n'accède pas, quoi, très difficilement. Quoi. Bon, et donc, l'idée, c'est quelle relation on établit avec quelque chose. C'est aussi stupide de dire « Ah, je suis allé me baigner, je me suis pris de l'eau plein le visage, j'ai avalé des tasses, c'était dégueulasse, j'haïs l'eau. » C'est aussi stupide de dire ça que de dire « J'aime pas la pierre parce qu'elle roule. » La pierre, elle roule simplement parce qu'elle obéit à sa nature de pierre, qui est de rouler. C'est comme ça qu'elle est.
Ça ne sert à rien de la détester, c'est comme ça qu'elle est. Bon, l'idée, c'est d'établir un rapport avec elle pour, par exemple, ne pas être sur son chemin quand elle est de nature à nous écraser, quoi. Bon, ça, c'est un rapport instauré pour maintenir les relations bonnes et persister dans l'être. Bon, mais c'est la même chose avec l'autre. L'entendement, la raison va travailler à faire en sorte qu'on établisse avec les choses un rapport qui soit bon. Par exemple, apprendre à nager, apprendre à surfer, apprendre à se baigner. Ça, c'est une façon, au fond, d'entretenir un rapport, il va dire, adéquat avec ce qui est extérieur à soi. Bon, j'adopte un rapport adéquat avec ce qui est extérieur à moi parce que cette chose extérieure à moi, au fond, fait partie de moi. Elle se compose avec moi. Elle est capable de m'affecter et au fond, je ne sais jamais où je m'arrête. Et je ne sais jamais quand est-ce que l'extérieur commence parce que l'extérieur, il peut toujours passer par moi. Et moi, je peux toujours être affecté par l'extérieur. Où est-ce qu'est la limite de l'individu? C'est plus clair du tout, là. Parce que nous sommes, pour Spinoza, très clairement, fondamentalement, des êtres de relation. Avant toute chose. On n'est pas d'abord des individus qui ensuite entretiennent des relations avec des éléments extérieurs. Nous sommes déjà traversés par les relations dès notre naissance. C'est très clair à quel point on est dépendant. Puis je dis, si on est, je veux dire, en Afrique ou dans un hôpital dans un pays nordique, on n'est déjà pas le même rapport avec les éléments météorologiques, quoi, ne serait-ce que ça. Quoi. On est, bon. Donc, dans le domaine de la pensée, on développe une réflexion consciente sur ces relations-là. Et donc, on en développe des idées, une idée. Et là, Spinoza rentre dans une sorte cette espèce de dictionnaire des passions, comme ça. Il décrit l'amour, la haine, la jalousie, il passe un peu à la manière d'un traité géométrique, le plus exactement possible, comment ça marche. Du point de vue de l'âme aussi. On va dire, bon, voilà, l'amour. L'amour dans le Larousse ou dans le Robert, c'est écrit de manière complètement absconse, l'amour, parce que c'est juste des mots qui se renvoient les uns aux autres. Mais ça, lui, il est géométrique, hein, il va dire. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Wow! En philosophie, vous faites de la philosophie, c'est admirable. C'est comme courir le 100 mètres en 8 secondes. C'est admirable, arriver à ce niveau de précision là, pour définir l'amour. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du mot « idée ». L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Et tout est là. Parce que s'il avait dit « l'amour est une joie qu'accompagne une cause extérieure », on ratait l'essentiel. Pourquoi? Parce que, en disant l'idée, il implique la responsabilité de l'âme. Parce que l'âme, elle ne fait pas simplement enregistrer des symptômes relatifs aux relations que le corps entretient avec les choses. L'âme a aussi son autonomie et elle se donne des idées des choses. L'amour, ce n'est pas une joie qu'accompagne une cause extérieure, c'est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Je me fais l'idée que ma joie est due à un tel, à une telle. Et c'est l'idée que je me fais, et au fond, dans cette idée-là, il y a de l'autonomie. C'est-à-dire que je peux cultiver cette idée-là au point de transformer cette joie en tristesse. Par exemple, la jalousie. En surinvestissant la cause. Ou en prêtant à cette cause-là des vertus, des forces, une puissance qu'elle n'a pas. Et donc, au fond, l'âme aussi noue des relations sur le plan des idées. Et ces relations-là, elles peuvent être gaies ou tristes. Et au fond, ce que dit Spinoza, c'est que l'âme a un pouvoir par rapport aux relations que le corps noue avec les éléments extérieurs, dans sa vie d'âme, qui est d'imaginer les relations qui sont les meilleures. Si on ne le fait pas, puis on fait le contraire, vous écoutez la radio poubelle, quoi. Vous l'aurez. Ressentiment, haine, colère, grognon, c'est à cause d'eux, c'est ci, c'est ça, c'est leur faute. Ça, c'est cultiver des passions tristes. Puis là, vous en faites beaucoup, 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 et arrive ce qui arrive en France, vous êtes au 2e tour, puis là, vous êtes le parti des grognons, puis voilà. Non. Donc ça, c'est une activité de l'âme, c'est plus le corps, là. C'est l'âme qui, tout d'un coup, cultive le ressentiment, la colère, la haine, la jalousie. Il y en a qui font ça toute leur vie.
Ils se réveillent et ils se demandent qui est-ce qu'ils vont haïr ce jour-là. Ils carburent là-dessus, mais au fond, qu'est-ce que dit Spinoza? Ils diminuent leur puissance d'être. C'est-à-dire que du point de vue de leur sens, du point de vue de leur intelligence, du point de vue de leur finesse, du point de vue de leur corps même, du point de vue de... Eh bien, ils se rapetissent. Alors que si, sans être fleur bleue, là, mais si on cultive, du point de vue de l'imagination, les relations qui sont bonnes, simplement tactiquement, même en étant un tacticien, là, pas en étant fleur bleue, wishful thinking, ou je ne sais pas quoi, là, dans la psychopathe, mais simplement dire, bon, ben, comment j'instaure une relation avec quelque chose de sorte qu'elle me soit bonne? Bon, c'est ça qui compte pour lui, c'est de les imaginer, ben, les relations gays. Passion gay. Il insiste beaucoup là-dessus. L'amour et la haine, par exemple, à l'égard de Pierre. Pierre, c'est un personnage imaginaire. Il pense à personne en particulier. L'amour et la haine, par exemple, à l'égard de Pierre, sont détruits. L'amour et la haine, par exemple, à l'égard de Pierre, sont détruits si la tristesse qu'implique la haine et la joie qu'implique l'amour sont joints à l'idée d'une autre cause. Et l'un et l'autre sont diminués dans la mesure où nous imaginons que Pierre n'a pas été à lui seul la cause de l'une ou l'autre. C'est évident d'après la seule définition de l'amour et de la haine. Les voir... Bon, voilà. En effet, la joie est appelée amour envers Pierre et la tristesse haine envers Pierre pour cette seule raison que Pierre est considéré comme la cause de l'un ou l'autre de ses affects. C'est pourquoi, si cette raison disparaît totalement ou en partie, l'affect envers Pierre est aussi diminué totalement ou en partie. Bon. Ça ne veut pas dire que par le travail de l'esprit, on peut faire disparaître des émotions ou des gens, mais c'est simplement de réfléchir non pas aux gens, mais à la relation qui est constitutive d'un rapport, à la nature d'une relation. Tout ça pour échapper à des jugements moraux ou à une sorte de surinvestissement menant à la haine, la jalousie, aux passions tristes. Je donne un exemple. On fait souvent ça en philo, hein, donner des exemples triviaux, comme ça on comprend des situations beaucoup plus complexes. J'ai un marteau. J'aime mon marteau parce qu'il me permet de clouer des clous. Sans lui, je ne peux pas clouer des clous, je ne peux pas finir ma petite caisse. Bon, là, j'aime mon marteau parce qu'il me permet de faire ça. Mais en clouant, je me tape le pouce. Alors, j'haïs mon marteau. Je déteste mon marteau parce qu'il m'a cogné le pouce. On voit que c'est ridicule. On voit que ce n'est pas le marteau le problème. C'est la relation. Bon, ben, c'est la même chose avec Pierre. C'est ce que nous dit Spinoza. Dire « je déteste Pierre » ou « j'aime Pierre », c'est simplement parce qu'on a noué un rapport spécifique. Et c'est dans le rapport qu'il y a à réfléchir. Enfin, c'est dans le rapport qu'il y a l'essence de la relation. Il nous invite à voir cela. Et voir cela, c'est régler 80% de ses problèmes. Penser les rapports. Plutôt que de dire pendant 40 ans, j'haïs ma job, il faudrait peut-être juste la changer. Quoi. Dire, considérer que c'est pas elle qui est détestable parce que le voisin, il aime ça, lui. Ça ne peut pas que ce soit elle le problème. Il faut bien que ce soit un rapport qui soit en cause et pas elle dans son essence. Bon, c'est ça qui est en cause. Donc, une éthique, parce que c'est de ça qu'il s'agit chez Spinoza, une éthique consiste pour un corps et une âme qui sont solidaires et unis, en l'instauration de rapports qui, s'ils sont bons, augmentent la puissance d'être. Augmentent la puissance d'être, c'est-à-dire nous permettent d'être selon notre mode d'être. Et d'être, j'aurais envie de dire, au maximum, ou en tendant vers la perfection de notre être. Plus mes relations sont bonnes, mieux je mange, plus j'ai des amis, plus ce que je fais, me parle, plus j'éveille mes sens, plus j'apprends, plus meilleur je suis. Bon. Et plus ce que je fais me neutralise, me décompose, me rend malade,
me rend grognon, ben, plus je m'atrophie. Bon, et donc, la pensée et le corps collaborent dans un établissement de rapport avec des choses extérieures à soi et en fonction d'une composition intérieure qui nous concerne. Et c'est ce qui distingue donc les passions gaies des passions tristes. Les passions gaies sont un peu des symptômes, sont le signe de relations qui sont bonnes, les passions tristes sont le signe de relations qui sont mauvaises. Et ça, c'est l'éthique. C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que contrairement à ce qu'on nous dit un peu dans la langue courante, l'éthique, ce n'est pas la morale. Ce n'est surtout pas la morale, c'est le contraire de la morale. L'éthique, ce n'est pas une morale sans Dieu ou une morale un peu comme ça laïque, non. L'éthique, c'est le contraire de la morale. Pourquoi? Parce que l'éthique procède d'une compréhension et pratiquement d'une volonté. L'éthique consiste à faire comprendre pourquoi un lien est bon, pourquoi un lien est mauvais, sur le plan intime de la conviction. Alors que la morale consiste en une définition transcendante de ce que l'on devrait être, par rapport à quoi on est toujours en déficit et quant à quoi on subit toujours un jugement de par une instance extérieure ou même par soi-même. Voici ce qu'est un être humain. Il est rationnel, il est vertueux, il est sage. Vous ne l'êtes pas, regardez votre déficit, on va vous juger, là, essayez d'être ça. Là, la morale, c'est le jugement. C'est l'injonction qui est faite à ressembler à quelque chose qui n'est pas l'être, qui n'est pas non plus l'être dans son mode d'être spécifique, qui est une construction théorique et transcendante de ce qu'on devrait être, tandis que l'éthique est immanente, elle s'intéresse à qui? Puis elle ne juge pas l'éthique. Elle dit seulement, si tu t'assois 12 heures à regarder la télé en mangeant des bonbons, tu instaureras des mauvais rapports quant à ton mode d'organisation et tu éprouveras des passions tristes. Voilà. C'est aussi vrai qu'une théorie géométrique, simplement. Elle pense les rapports. Voilà. C'est tout, c'est dit. Ce n'est pas un jugement. Personne ne va en enfer. Si j'arrêtais là puis je m'en allais, je n'aurais pas fait mon travail. Parce que là, je n'ai parlé que de l'individu. Mais ce qui est intéressant, malheureusement, ce texte-là est fort peu connu, c'est quand on quitte l'éthique qui a pour défaut pour nous aujourd'hui de susciter beaucoup une réflexion de type individuel, pour ne pas dire individualiste, et qu'on lit le traité politique. Spinoza a écrit un traité politique 2 années avant sa mort, en 1675, pour donner une portée sociale à sa réflexion. Pour pas qu'on s'en tienne simplement à l'individu, parce que l'individu, de toute façon, il ne peut pas se penser tout seul. Ce n'est pas le petit prince sur sa planète, l'individu. C'est un être qui est déjà travaillé par des éléments extérieurs à lui et qui cherche seulement, c'est déjà beaucoup, à maintenir sauve sa composition. D'abord, pour Spinoza, penser à une échelle collective les enjeux de l'éthique, en partant de l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est penser non plus un sujet singulier, mais des singularités. Des singularités ensemble. Et puis, de toute façon, elles existent toujours des gens ensemble. Elles ne sont jamais isolées, c'est par définition, puisqu'elles sont dépendantes de ce avec quoi elles entrent en relation, y compris des gens d'autres gens, ou d'autres choses, ou d'autres espèces. Des singularités ensemble, chez Spinoza, ça s'appelle une multitude. Une multitude, c'est des sujets, des individus, ensemble, en tant qu'ils sont ensemble. Et là, ce que c'est de faire Spinoza, c'est de penser la multitude en tant qu'elle s'organise socialement ou pas, elle peut se livrer la guerre civile, sans morale. Sans morale, c'est-à-dire en coupant court à 3 grandes influences qui sont déjà actives à son époque. D'abord, la théologie, qui consiste à dire on va changer les sujets dans leur essence pour les rendre bons, puis après coup, ils vont créer une société meilleure à la gloire de Dieu.
Alors ça, c'est la théologie. On va changer les gens dans leur essence. On va les rendre bons le mieux possible, le plus possible, en les dressant, en les éduquant, en leur faisant faire des libations, des prières, des rituels. Bon. Et je le dis sans ironie. C'est une approche. Bon. L'autre approche, c'est, avant Spinoza, un siècle avant, c'est celle de Machiavel. Il dit, les gens sont stupides, ils sont méchants, ils sont bêtes, ils sont atterrants, ils sont déprimants, ils sont décevants. Il faut les duper, les ruser, leur faire peur, les rouler dans la farine, leur raconter des histoires. Il faut être plus malin qu'eux. Il faut leur faire marcher au pas, mais en les manipulant. Voilà, ça, c'est machiavélisme. Bon, je vais un peu vite, là. Bon. Sinon, il y a Hobbes. Hobbes qui écrit juste un petit peu avant Spinoza, là, c'est contemporain. Et Hobbes, lui, avec le Léviathan, il dit non, il faut faire peur. Une sorte de Léviathan, comme ça, avec le sceptre, l'épée, voilà, on va les terrifier, ils vont tellement avoir peur, ils vont arrêter de faire la guerre civile, ils vont marcher au pas, ils vont avoir peur des sanctions, on va les dresser. Bon, Spinoza tourne le dos à ces trois lectures-là. Bon, il écrit son traité politique, et lui, il part des êtres tels qu'ils sont. Et il se moque de tous ces courants-là. Bon, ce qu'on reconnaît assez vite Machiavel, puis on voit, OK, oui, il rejette tout ça. Et voilà, on va prendre les gens pour ce qu'ils sont. Ça donne quoi? Ça donne quelque chose. J'arrive. Il y a en effet une chose certaine, et nous en avons démontré la vérité dans notre éthique, c'est que les hommes sont nécessairement sujets aux affects. C'est ce qu'ils sont. Bon. Et qu'ils sont ainsi faits, qu'ils ont pitié de ceux pour qui ça va mal, qu'ils envient ceux pour qui ça va bien, qu'ils sont plus enclins à la vengeance qu'à la pitié, et en outre que chacun aspire à ce que les autres vivent comme il l'entend, lui, approuve ce qu'ils approuvent et rejette ce qu'ils rejettent. C'est comme ça tout le long. Bref, il ne se fait aucune illusion et il préconise qu'on ne s'en fasse aucune. C'est le point de départ. Regardons-nous tels que nous sommes quant à notre nature et ne nous reprochons pas d'être ce que nous sommes. C'est des menteurs, des tueurs, des ruseurs, des faibles, des pauvres, des paresseux, des lâches. C'est ça que nous sommes. Bon, admettons-le comme on admet que la pierre est la pierre, et que la grenouille est la grenouille. Bon, prenons acte de ce que nous sommes sans jugement. Ça commence comme ça. Bon. Et ça, c'est ce qu'il appelle l'état de nature par rapport à ce que nous sommes ou, du point de vue du droit, le droit naturel. C'est-à-dire qu'on va commencer par se considérer tel que nous sommes, on pourrait dire, hors société. Alors, s'il n'y a pas de société du tout et que nous sommes que ce que nous sommes, ben, nous sommes, à l'état de nature, des êtres capables de faire ce que la nature nous permet de faire. L'état de nature, au fond, n'est limité par aucun autre droit que celui de notre puissance, nos capacités à faire ou ne pas faire telle chose. Donc, on n'a pas le droit de voler, tout simplement, parce que la nature, là, je ne vous parle pas de la rapine, là, mais de voler comme des oiseaux, là. On n'a pas le droit de voler, tout simplement parce que la nature ne nous le permet pas. Bon, la limite, elle est seulement là. On peut tout faire. Bon. Et donc, on commence par ça. Considérons-nous là sans jugement, sans regret, sans mesquinerie, sans satire, hein, sans cette espèce de rire comme ça, un peu triste. Bon. Et donc, à partir de là, considérons toutes les théories un peu comportementales, on dirait aujourd'hui, de Spinoza dans le traité, dans le partie 3 de l'éthique, là, où il décrit un peu des comportements. Puis, on est dans cette partie-là, il y a des règles, j'en prends une là, comme ça, qui dit quand quelqu'un détient quelque chose d'unique, hein, l'autre personne l'enviera aussi et voudra l'en priver. C'est une sorte de règle, une tendance, disons. Hein, si moi, je suis le seul à avoir quelque chose, ben, tout le monde va vouloir me l'enlever. Bon, et là, ce qu'il explique, grosso modo, hein, c'est que si X est le seul à posséder une chose de valeur, Y peut très bien le tuer. Il peut le tuer pour posséder cette chose-là à son tour. Bon, mais on va peut-être se mettre à réfléchir. Si j'étais capable de le faire à quelqu'un, quelqu'un peut me le faire à moi aussi. Bon, et là qu'est-ce qui commence à rentrer? Non pas la morale, la pensée.
Là, peut-être que ce sujet-là qui a tué X pour avoir l'objet, puis qu'il là, il voit tout le monde le regarder parce que c'est lui qui l'a avec beaucoup d'appétit. Il va commencer à dire peut-être qu'on pourrait faire un contrat social. Hein? Je sais que Rousseau n'est pas encore arrivé, mais il s'en vient. On va l'anticiper un petit peu. On pourrait peut-être s'établir des règles pour garantir deux choses, la sécurité et la propriété. Donc, ça, c'est des règles qu'on se donne parce qu'on comprend quoi? Que dans l'entraide et dans un droit qui n'est plus celui de la nature, mais qui est un droit commun, nous augmentons mutuellement notre puissance d'être. Nous comprenons que nous gagnons mutuellement à faire société, plutôt que de nous livrer à l'état de nature et d'être, au fond, sujet à tout ce que peut un autre. Bon. Et donc, ça va supposer d'abdiquer des droits, c'est-à-dire, bon, voilà, j'abdique mon pouvoir de nuisance sur autrui à la condition qu'autrui abdique son pouvoir de nuisance sur moi. Hein? Et donc, je me restreins volontairement, parce que je comprends le bien fondé de la chose, à tuer X lorsqu'il aura quelque chose, hein, parce que si je le fais, bien, quelqu'un pourra me le faire subir aussi, puis on instaurera des règles d'équité pour faire en sorte, le plus possible, hein, que quoi? Que nous nous augmentions mutuellement, c'est-à-dire que nous aidions mutuellement. Bon. Ça, c'est... Si deux hommes se mettent d'accord entre eux et unissent leurs forces, à eux deux, ils peuvent plus et par conséquent, ils ont à eux deux plus de droits sur la nature que chacun à lui seul. Et plus ils auront été nombreux à unir leurs nécessités, plus ils auront de droits à eux tous. Et ça, c'est un principe qu'on peut comprendre et qu'on peut souhaiter, donc qui devient désirable. Et au contraire, si dans une société, il y a des factions, il y a de la jalousie, il y a des inégalités, hein? Il y a des inégalités fiscales, il y a des inégalités de propriété, il y a des inégalités quant à la force, il y a des privilèges, il y a des jalousies, il y a des tensions, il y a du ressentiment, la colère. Bon, et bien à ce moment-là, on développe des rapports qui sont mutuellement nuisibles. En tant que les hommes sont affligés par la colère, l'envie ou tout autre affect de haine, en cela, ils sont entraînés dans des directions différentes et sont contraires les uns aux autres. Et ils sont d'autant plus à craindre qu'ils ont plus de puissance, d'habileté et de ruse que les autres êtres animés. Et comme les hommes en général sont par nature soumis à ces affects, les hommes sont donc ennemis par nature, car mon pire ennemi, c'est celui que j'ai le plus à craindre et dont j'ai le plus à me garder. Donc, ici, contrairement à la théologie ou Machiavel ou Hobbes, le parti de Spinoza, mais ce n'est pas un programme politique, hein, c'est vraiment plus une compréhension de ce qui est bon ou mauvais de manière géométrique, c'est de tabler sur l'intelligence. Tabler sur l'intelligence, ça c'est de l'optimisme. Mais c'est dire, mais c'est quand la relation sociale est fondée sur la compréhension qu'elle devient forte et féconde. Et dès lors qu'elle est fondée sur la peur, sur la menace, sur la haine, déjà, les choses sont ainsi organisées qu'elles, au fond, elles sont travaillées par des puissances négatives. L'aspiration, c'est ça. Et donc, là, je suis dans des séries de donc, ça c'est la philo aussi, c'est une accumulation de donc et parce que. Bon. Donc, c'est comme monter un escalier. Là. Bon. Donc, ce qu'on peut dire, absolument paradoxal, c'est que oui, le droit commun, puis l'état civil que constitue la vie en société avec des règles contraignantes, des polices, des palais de justice, voilà, des normes, voilà. Oui, elle constitue à neutraliser l'état de nature, parce que quand j'abdique mon droit de nuisance, ma capacité à nuire, forcément, je réduis mon état de nature parce que je me permets moins de choses que ce que j'en peux réellement.
Dans une société où le meurtre est interdit, ben, on se garde de commettre quelque chose qu'on est à même de faire de par notre état de nature. On est capable de tuer, mais habituellement, on se garde de le faire, notamment parce que c'est illégal. Puis on sait que les conséquences sont fâcheuses. Bon, ça s'appelle la prison ou dans certains États, la peine de mort, quoi. Bon, puis c'est pas bon pour sa réputation, tuer quelqu'un en passant. Donc, on restreint son état de nature. Mais néanmoins, Spinoza insiste pour dire que cet état-là de civil, cet état social, hein, ce droit commun provient de l'état de nature. C'est-à-dire que c'est à partir de l'état de nature qu'on le fonde néanmoins. Et c'est toujours depuis sa position d'être capable au fond, de tout, qu'on décide de l'état, qu'on décide de la société, qu'on décide de ses règles. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où c'est par notre position de sujet naturel qu'émerge cette structure-là. Donc, elle est la production de l'état de nature, même si elle consiste précisément à se neutraliser. Encore une fois, je vais prendre un exemple très simple pour expliquer ce principe. Là aussi, ça suppose qu'on soit un peu vieux pour s'en rappeler, hein, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a, ça fait déjà 15 ans et même 17 ans, il y a une loi qui est passée pour à peu près partout en Occident en même temps pour interdire les cigarettes dans les lieux publics. Bon, ça, on peut dire que c'est comme un bon exemple, ça, pour montrer qu'au fond, l'état de nature, qu'est-ce que c'est? C'est dire, je peux fumer des cigarettes partout. Je peux même en fumer en sortant la tête de l'eau d'une piscine, je peux en fumer la tête en bas, je peux m'étendre dans la neige puis fumer, je peux fumer partout. Mais la société qui n'a pas trop contesté ça, c'est interdite à elle-même la cigarette dans les lieux publics, parce que même ceux qui ne fumaient pas par la fumée passive pouvaient devenir très malades. Bon. Et donc, c'est comme un cercle, hein, si j'avais un tableau, là, je ferais une sorte de cercle comme ça. L'état de nature qui décide de créer un état contraignant qui l'empêche d'être l'état de nature. C'est comme s'auto-brimer parce qu'on sait que ce que l'on peut faire nous nuit davantage que si on se laisse faire. Donc, on se méfie de soi-même et on demande une instance extérieure à soi de nous contenir par rapport à ce que l'on sait faire qui est de l'ordre de la nuisance. Donc, j'arrive vraiment à la fin parce que c'est ça le fondement de la réflexion, c'est que la société, s'il faut la penser en dialectique avec l'individu, il faut la voir comme étant le souhait des individus. Et là encore, il n'y a pas de jugement moral chez Spinoza, dans le sens où il va dire revenir à l'état de nature, c'est pas mal. C'est simplement que si vous venez à l'état de nature, ben, vous allez vous exposer à des rapports mutuellement nuisibles, c'est tout. C'est comme un théorème mathématique. Mais ça se comprend. Si vous êtes dans une tyrannie, vous êtes dans un modèle complètement opprimant, il se peut très bien, comme on dit, il y a des gens, une classe sociale, un groupe particulier, des gens, pour d'autres raisons, dire, moi, je retire mes billes. Puis je redeviens un individu dans l'état de nature, puis je me coupe le plus possible de cette société-là, puis je fais des trucs dans mon coin, puis je m'achète un revolver, puis si quelqu'un vient me déranger, je le tire. Puis voilà, parce que cette société-là, en fait, elle est dysfonctionnelle, elle est indigne d'une société qui constitue en une aide mutuelle. Bon, des sujets. Donc, et Spinoza lui-même va, en quelque sorte, continuellement penser ce qu'il déploie davantage comme un axe que comme une utopie. Ce n'est pas un utopiste, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de rêver un monde parfait, pas du tout. Il fait de la mathématique socio-psychologique, quoi. Puis il dit, ben voilà, il y a un axe, et sur l'axe, vous avez des critères là, pour vous situer vous-même dans votre société. Là, on pourrait dire, par exemple, aujourd'hui, le Québec, là, sur un axe un peu comme ça, avec un dégradé qui a de l'allure, là. Il est plus du côté de l'état civil ou de l'état de nature? Puis les Québécois, là, ils sont plus, ils respectent plus un droit naturel ou un droit civil, un droit commun? Ah, du point de vue de l'impôt, du point de vue de la vitesse au volant, du point de vue de, je ne sais pas moi, de tous les lois de sécurité au travail, du point de vue, où est-ce qu'on est? Alors, dès qu'un patron dit,
moi, je m'en fous, je mets ce que je veux dans ma bouffe, puis il y aura du poison, puis l'inspecteur de la santé, il passe aux 3 ans, puis de toute façon, on reconnaît sa voiture au coin de la rue, donc dès qu'il vient, on cache nos affaires. Ben, il est dans l'état de nature. Non, donc et puis à un moment donné, ben, il va bien se dire que si lui, il met de la chenoute dans sa bouffe qu'il vend, ben, fort probablement que quand il va en acheter un autre, ben, le même fait la même chose, puis ils sont tous en train de se nuire. Là, il va dire, non, il faut des règles. Moi, je vais, OK, produire des aliments sains à la condition que ceux qui m'en vendent aussi en produisent des sains également. Donc, on va comprendre qu'on s'aide mutuellement par la contrainte sociale. Mais il faut passer au stade où on la comprend. Bon, c'est pas en écoutant la radio qu'on se rend compte qu'on y est parvenu, là, mais c'est une règle. Donc, si on s'en éloigne, ben, on se nuit mutuellement. Puis si on s'en approche, ben, on s'entraide mutuellement. Et ça marche d'autant mieux qu'on le comprend. Et s'il faut, pour que ça marche, un tyran, un autocrate, ben à ce moment-là, il risque déjà d'y avoir ben, des dysfonctionnements parce qu'il va y avoir de la résistance, des tensions. Et c'est très clair que c'est ainsi que Spinoza conçoit les choses. Là, je n'ai pas l'habitude de travailler sur des feuilles comme ça. Je vais me procurer le livre. Je n'aime pas trop ça, mais c'est mieux que rien. Je vous recommande d'ailleurs, si vous lisez le traité politique, la traduction de Bernard Pautrat, et si vous lisez l'éthique de Spinoza, la traduction de Pierre-François Moreau. Regardez ce qu'il dit. Si la cité accorde, la cité, c'est la multitude, là. Bon, l'agrégat d'individus, là, bon. Si la cité accorde à quelqu'un le droit et par conséquent le pouvoir de vivre comme il l'entend, par là même, elle cède de son droit et le transfère à celui auquel elle a donné un tel pouvoir. Donc, c'est une abdication. J'abdique mon pouvoir et je le cède à une personne qui va gouverner pour l'ensemble au nom des principes qu'on se donne mutuellement pour s'entraider. Bon. Si elle l'a donné à 2 ou à plusieurs, par exemple une assemblée, j'entends donner à chacun d'eux le pouvoir de vivre comme il l'entend. Et ce faisant, elle a divisé l'État en plusieurs souverains. Et enfin, ça c'est intéressant sur le dégradé, si elle a donné ce même pouvoir à chaque citoyen, un État donne le pouvoir à tout le monde à titre égal, eh bien, ce faisant, elle s'est détruite elle-même, il n'y a plus de cité, tout retourne à l'état de nature. Imaginons qu'on dissout tout pouvoir et on dit, ben, le pouvoir désormais, il appartient strictement à chaque personne. Ben, à ce moment-là, on retourne à l'état de nature. Donc, tout ce qu'il veut montrer, là, Spinoza, c'est que c'est un dégradé. On part toujours de l'état de nature, on arrive à une série de contraintes qui sont plus ou moins soutenues, quoi, et qui fonctionnent sur un mode souhaité. Et il va dire, l'état de nature, de toute façon, on le retrouve tout le temps. Parce que si vous avez un tyran qui est totalement abominable envers son peuple, il peut très bien, comme on dit, quelqu'un le bute. Un parricide, on disait à l'époque. C'est moins vulgaire que moi. Mais un parricide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, si effectivement vous avez, par exemple, il y a eu l'opération Valkyrie qui visait à assassiner Hitler, par exemple, ça a presque marché, puis à neutraliser sa garde rapprochée parce qu'on savait que si on décapitait le Troisième Reich, il s'effondrait, tout fonctionnait par le haut. On a presque assassiné Hitler, mais ça, c'était le droit naturel. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit non, ce régime-là, il est inique, il nous nuit, on s'entre-nuit à l'intérieur, donc on va buter Hitler, et puis, bon, voilà, ben ça, c'était le droit de la nature qui revenait, il est toujours là. C'est bon. Et tandis que Hobbes, lui, prétend l'avoir un peu comme ça, scellé ou refoulé. Bon. Je ne conclus pas, mais presque, c'est-à-dire que j'ouvre. Je ne prétends pas conclure. Mais pour finir, Spinoza dit la même chose à plus large échelle de la géopolitique, des communautés les unes envers les autres. Je ne pense pas aujourd'hui que la Russie et l'Ukraine s'entraident beaucoup. Bon, là, vous voyez vraiment un exemple parfait. Là, l'idée, c'est de dire, entre communautés, si on noue des rapports bons,
ben, tout le monde va y gagner, alors que si on noue des rapports de méfiance, de rivalité, ben là, à ce moment-là, il y a des tensions qui s'installent et c'est mauvais. Hein, dire ce qui se passe entre le Mexique et les États-Unis, c'est mauvais. Bon, ainsi de suite. Bon. Et évidemment, on n'arrive jamais à l'utopie. L'idée, c'est pas de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est simplement de nous donner des outils conceptuels pour penser l'état des choses à partir de règles qui ont presque une valeur géométrique. C'est le plus près qu'on peut s'aller de l'exactitude en politique. Et il y a un penseur, parce que Spinoza avait de l'imagination, mais jamais au point de penser que les sujets humains à eux-mêmes, transformeraient l'atmosphère en une poubelle, videraient les océans de leurs poissons, détruiraient complètement les terres arables, pulvériseraient des montagnes pour aller chercher de l'or. Ça, ils ne pouvaient pas. C'est impensable. Bon. Et donc, aujourd'hui, on est face à un problème écologique grave. Mais je veux dire, c'est incroyable qu'on n'en fasse pas plus cas. Bon. Et c'est pas Spinoza lui-même, Baptiste Morisot, un philosophe en France, qui a une approche spinoziste de l'écologie. Là, il va dire, au fond, il faut considérer le droit commun de notre petite espèce, le droit commun qui permet de polluer, littéralement, qui permet, d'où c'est un droit qui appartient à l'espèce humaine et qui, au fond, bordé et débordé abondamment par un autre droit qui, cette fois, inclut toutes les espèces, qui est le droit naturel. Le loup qui va manger la brebis en déjouant la vigilance du chien du berger, il ne commet pas un vol. C'est le droit commun des humains qui fait dire ça. Il ne vole rien, il pratique le droit naturel, il manifeste la puissance d'être du loup qu'il est. Il va chercher la brebis, l'agneau, il sert. Bon, il est dans le droit naturel. Et Morisot revient là-dessus en disant le droit qui est le nôtre, qui essaie de tout quadriller, y compris de dire il n'y a rien qui échappe au droit d'inspiration romaine qui est le nôtre, c'est un tout petit droit, minuscule dans l'ordre de l'état de la nature. Et au fond, ce qu'il faut considérer, c'est à quel point ce droit-là, il n'arrive pas au fond, à suffire pour penser le réel écologique, le vivant. Et c'est un droit tout à fait circonscrit. Dès lors que le loup déjoue la vigilance du berger pour aller chercher un mouton, mais il exerce son droit naturel. Et le droit naturel, c'est le droit des plantes, c'est le droit des océans, c'est le droit des écosystèmes. Et il nous invite, au fond, à beaucoup de modestie par rapport à ces petits alliages humains qu'on a créés pour nous-mêmes un peu s'entretenir et ne pas prétendre à partir d'eux gouverner le monde et gérer l'environnement. C'est des délires qui nous éloignent d'un rapport au vivant qu'il faudrait plutôt avoir, qui est, selon lui, un rapport de diplomatie. Instaurer une diplomatie avec le vivant non humain, en fonction de son droit qui est celui de la nature. Ça serait une autre conférence, mais c'est simplement pour vous montrer que Spinoza est très fécond. Et j'ai voulu là simplement donner un certain vocabulaire pour au mieux enrichir la dialectique individu-société, pour surtout qu'on cesse d'en faire un plat dualisme et qu'on comprenne comment, au fond, l'être humain est spontanément social. Et sinon, il court à sa mort, à sa perte. Et que la société, au fond, elle traverse l'individu, mais notre modernité l'a quand même constitué comme un sujet identifiable. Voilà. Merci.